Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Avoir un réseau, c'est une chose, mais avoir un réseau à qui tu peux faire confiance et un réseau qui va t'aider. En gros, en anglais, on appelle ça un functional network. Tu as le network, qui est le réseau normal, et ensuite, tu as un functional network. Donc, en gros, tu es en train de tisser un réseau de confiance, un réseau de support, un réseau d'amitié. Donc ça... Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher ami Salam Gandour, Head of International Public Policy and Government Relations chez Gojek, une entreprise tech indonésienne. Salem nous décrit comment il a construit sa carrière pour atteindre des postes haut placés dans le public et le privé. Il nous parle de l'importance de se créer un bon réseau et comment y parvenir, et il nous partage également son attachement et son implication pour la cause syrienne. Les systèmes économiques et financiers en Asie du Sud-Est et dans les pays émergents peuvent transitionner vers la fintech beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais partager une histoire avec toi. Ça m'est arrivé à Jakarta il y a 3 ans, Abdelrahman. Je sortais d'un meeting, je me promenais à Jakarta. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Salem. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Très bien, Abdelrahman. Et toi-même? Très bien. Je suis honoré de t'avoir sur mon podcast. Ça fait un moment que j'essaie de t'avoir. De même, écoute, c'est un honneur pour moi aussi, Abdelrahman. Je vais commencer par te demander de te présenter. Ok, écoute, Abdelrahman, ravi d'être sur ton podcast aujourd'hui. Donc, je m'appelle Salem Randour. En ce moment, à Jakarta, en période de transition entre deux jobs, deux industries, en fait. Donc, ma transition de Wall Street au monde de la technologie et du digital chez Gojek. Donc, Gojek, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est l'équivalent de Uber en Asie du Sud-Est. Et puis, bien sûr, c'est une compagnie qui a des ambitions très, très grandes pour la région, surtout dans le domaine de la fintech, dans le domaine de la transportation et logistique. Sinon, écoute, moi, je suis d'origine syrienne, je suis franco-américain. J'ai perdu mon latin, Abdelrahman, donc j'espère que toi et tes écouteurs, vous m'excuserez pour les anglicistes. T'inquiète. J'ai quitté la France, donc né en France. Et puis, j'ai terminé mon lycée en France aussi, à Strasbourg. Et depuis 2002-2003, je me suis réinstallé aux États-Unis. J'ai fait l'université à l'Université du Michigan en sciences politiques et en diplomatie. Et puis vraiment depuis, donc j'ai concentré ma carrière en Asie du Sud-Est. J'ai passé plusieurs années en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et bien sûr plus récemment à Singapour. Donc ouais, vraiment, alhamdoulilah, pour moi, je considère maintenant l'Asie du Sud-Est comme mon domicile en fait. Mon domicile professionnel, mais aussi mon domicile plus ou moins spirituel. Ça fait un bout de temps que je suis ici. J'ai vraiment des amitiés très profondes et très poussées dans cette région. Donc, tu as fait tes études en partie en France et aux États-Unis. Pourquoi tu es parti aux États-Unis? Écoute, vraiment pour moi, c'était comme j'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis. Donc en fait, j'ai fait mon école élémentaire aux États-Unis, donc né en France. Mais peu après ma naissance, on a redéménagé aux États-Unis. Donc vraiment, en fait, on a fait la navette entre la France et les États-Unis. Et donc, j'ai été imprégné, moi, en fait, au tout début de ma scolarité, dans un système américain. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces premières années ont été très importantes pour moi et je me suis jamais vraiment adapté au système d'éducation français. C'est-à-dire que j'ai fait l'université aux États-Unis, j'ai fait le lycée en France, j'ai fait mon école primaire aux États-Unis. Et en fait, il y a des différences fondamentales entre les deux. Ouais. Et je sens que le système français, en fait, c'est en général un système d'un point de vue académique beaucoup plus rigoureux. C'est un emploi du temps plus rigoureux, c'est un système qui est un peu plus, je pense, ancré sur un système d'apprentissage un peu plus ancien, je dirais. Je ne dis pas qu'il est inférieur ou supérieur au système américain et vice-versa, mais moi, ce qui m'a vraiment passionné dans le système d'éducation américain, c'est vraiment la préparation et la préparation en fait pour la vie professionnelle. C'est really teaching you skills. Donc la communication,
les compétences, la préparation pour le monde professionnel. Et moi, en France, vraiment, c'est quelque chose qui m'a manqué. Donc, après le lycée, quand j'ai senti qu'il y avait cette opportunité pour pouvoir m'ajuster aux demandes du monde professionnel, vraiment, c'était comme j'ai la nationalité américaine aussi, pour moi, c'était une décision très, très facile à prendre. Ouais. J'ai commencé, en fait, en France, ma première année à la fac, comme la plupart des lycéens. Et là, vraiment, c'est là que j'ai senti C'est pas la peine. Que c'était pas la peine de pousser. Ça m'intéressait pas. Et encore, c'était vraiment cette approche très, très orthodoxe, en fait. Hein. Ça, c'est les cours, on a les examens de fin d'année. C'est très théorique. Alors qu'aux États-Unis, en fait, et j'ai vite réalisé que j'ai pris la bonne décision, c'était jour et nuit, Abdelrahman. Hein. Donc, l'éducation américaine, bien sûr, coûte beaucoup plus cher que l'éducation en France. Ouais. Mais vraiment, pour moi, j'ai vite réalisé que c'est en fait l'investissement le plus important de ma vie. Beaucoup de gens te diront ton investissement le plus important, c'est l'immobilier. Une fois que tu as ta vingtaine ou trentaine, tu investis dans une maison ou dans un appartement. Non, c'est vraiment l'éducation. Donc, s'il y a cette opportunité d'investir dans l'éducation, j'ai dû faire des emprunts, comme la plupart des Américains d'ailleurs, faire des emprunts pour financer mon éducation. It's worth it, ça vaut le coup. Et donc, en fait, aux États-Unis, c'était vraiment a departure. Hein. C'était des professeurs qui étaient entraînés, qui étaient investis dans leurs étudiants. C'était des petites classes, c'était des suivis. Et c'était vraiment, je sentais que l'université, parce qu'en fait, la réputation d'une université a des répercussions financières très importantes aux États-Unis. Donc, les universités américaines investissent énormément dans leur infrastructure d'apprentissage pour faire en sorte que leurs élèves aient un suivi professionnel, que leurs élèves aient une carrière importante, parce que le concept de alumni est très important aux États-Unis. Donc, le succès d'un élève aux États-Unis, c'est une source de fierté pour les universités américaines, et surtout les bonnes universités. Donc vraiment, j'ai senti ce suivi. Il y avait une infrastructure de support, il y avait une infrastructure de préparation pour la carrière professionnelle. Donc ouais, moi c'était vraiment ça, l'attrait de déménager et de poursuivre mes études aux États-Unis. Ok, trop bien. Tu as fait des études en quoi déjà? Donc en sciences politiques et en diplomatie. Ça a toujours été un rêve pour moi, vraiment, d'être diplomate. J'ai grandi à Strasbourg, capitale de l'Europe. Le Conseil de l'Europe et beaucoup d'institutions européennes sont basées à Strasbourg. J'étais dans un lycée international, donc la plupart de mes amis au lycée étaient fils de diplomates. Et moi, en tant que fils d'immigré, alhamdoulilah, on avait une vie confortable, mais je n'avais pas la vie ou les conforts et les aspects de luxe que certains de mes amis au lycée avaient, donc les cours de piano, les cours de violon. Nous, on était une grande famille de 7, donc c'était impossible que mon père finance tous ces cours privés pour nous tous. Donc moi, dans ma tête, vraiment, j'avais toujours une passion pour tout ce qui était géopolitique et économie et finance en général. Et pour moi, j'avais aussi cette obsession avec une vie de diplomate. C'est vraiment une vie confortable, une vie où voilà, tu pouvais, you could provide à ta famille, tes enfants, une vie assez, avoir les moyens. Avoir les moyens, exactement. Donc pour moi, c'était vraiment la vie de diplomate. C'était ce nexus où je pouvais travailler dans un domaine qui me passionnait et en même temps avoir des moyens pour des moyens professionnels et financiers. Ok. Les universités, c'est connu pour être beaucoup plus généraliste aux États-Unis. Mais toi, tu savais déjà que tu voulais t'orienter dans ce domaine-là. Voilà. Donc, en fait, la plupart des étudiants américains, je vais te lancer un chiffre anecdotique, mais je dirais 60-70% des élèves, des étudiants savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Okay. Donc, en gros, tu choisis une dominante qu'on appelle un major aux États-Unis.
ça peut être en sciences politiques, ça peut être en philosophie, ça peut être etc. Et en fait, au cours de tes études, tu peux changer ton major. Hein, mais bien sûr, ça va étendre tes études, ça va coûter plus cher aussi. Hein. Il y a l'aspect financier, le plus tu restes à l'université, le plus ça coûte cher. Hein, et donc ça, c'est it's a big concern. Mais moi, je savais déjà plus ou moins. Et en fait, la première année d'université aux États-Unis, c'est vraiment une année de découverte, en fait. Ouais. Donc, pour les étudiants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, cette première année, ils arrivent à vraiment à choisir des cours et des classes et des sujets qui sont très divers. Hein. Ok. Donc, c'est très courant de voir des étudiants américains en première année qu'on appelle le freshman year choisir des sujets et des matières de classe qui peuvent aller de sport à musique, aux arts, à la biologie et physique. Et donc, vraiment, ce qui se passe, c'est au cours des 4 prochaines années, avant que tu aies ton bachelor's, tu auras vraiment affiné ton choix Ouais. pour ton Petit à petit. diplôme petit à petit, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, ce processus en fait est très très important, tu vois. C'est parce que ça te permet vraiment de construire ta personnalité, hein, et vraiment de prendre le temps d'une façon mature, d'une façon posée, avec cette infrastructure éducationnelle qui vraiment t'aidera au bout de 4 ans à aboutir d'une façon en fait très coordonnée à quelque chose que tu aimes, qui te passionne, que tu veux faire, et l'université en fait t'aidera dans ce processus. Ok. À l'issue de ces 4 années, tu t'arrêtes là ou tu continues tes études? Donc moi j'ai commencé mon master, mais au bout d'un an j'ai arrêté mon master parce que j'ai eu une opportunité de déménager en Asie du Sud-Est. On pourra en parler bien sûr plus tard. Ouais. Ouais. Ok. Bah, on peut en parler maintenant. Pourquoi Bah, t'as... bien sûr, pourquoi pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma première année de master et en même temps, en parallèle, j'ai fait une application pour un fellowship. Ça s'appelle Mhm. le Fulbright Fellowship. Donc, c'est en gros, c'est Une sorte de bourse. l'opportunité, c'est une bourse Mhm. par le département d'État américain. Donc, le département d'État américain, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est Mhm. une bourse très prestigieuse qui date des années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en général, aux États-Unis, chaque année, il y a 500 boursiers Fulbright. Mhm. Hein, et donc, en général, il y a à peu près 5000 applications, 500 boursiers. Et donc, c'est une bourse du gouvernement pour aller travailler, pour aller faire des études poussées à l'étranger. Donc, moi, j'avais proposé, my proposal, c'était d'étudier les systèmes sociopolitiques en Asie du Sud-Est pendant 1 an et demi. Donc, en fait, tu fais l'équivalent d'une thèse. Ok. Donc, tu es attaché à une ambassade à l'étranger, comme le boursier, c'est le ministère des Affaires étrangères. Tu es attaché à cette ambassade. Tu fais en fait des recherches poussées. You're on the ground. Hein. Euh, et ouais, donc au bout d'1 an et demi, en fait, tu termines ta thèse. You submit your study à Fulbright. Et puis voilà, tu fais partie de cette confrérie des Fulbright Fellows. Donc j'avais Mhm. l'opportunité, moi, au bout de ma bourse d'1 an et demi, de rentrer à l'université et de terminer mon master. Mais vraiment, j'ai en fait eu le privilège d'avoir des offres très, très intéressantes, des offres professionnelles, Ok. pour rester en Asie du Sud-Est. Donc, à l'époque, j'étais basé en Malaisie. Et vraiment, j'ai pas hésité. Je Ok. me suis dit, OK, j'ai l'opportunité de rester en Asie du Sud-Est. J'ai déjà un Fulbright, en fait, qui est vraiment l'équivalent, même encore mieux qu'un master. Et donc, vraiment, j'ai décidé de rester en Asie du Sud-Est et de ne pas terminer mon master aux États-Unis. Ok. D'accord. Et tu as commencé ton expérience professionnelle dans la diplomatie en Malaisie, du coup. Voilà, exactement, exactement. Donc, j'étais attaché à plusieurs ambassades Ok. euh, en Asie du Sud-Est, vraiment pour essentiellement, c'était un rêve pour moi, soudainement de pouvoir devenir diplomate, de faire partie de cette confrérie, d'être un boursier du département d'État américain. Mhm. Donc pour moi, vraiment, c'était saisir cette opportunité et commencer
à vraiment à m'engager dans la vie professionnelle. Et à l'époque, Abdelrahman, moi, j'avais terminé ma bourse Fulbright en 2009 et Mhm. c'était en pleine crise financière mondiale. Donc pour moi, vraiment, c'était où je saisis les opportunités professionnelles que j'ai aujourd'hui, ou alors je rentre aux États-Unis en pleine crise. C'est une crise très, très grave hein, en Europe et aux États-Unis. Ou je rentre aux États-Unis, je termine mon master, mais vraiment avec c'est possible de me retrouver sans opportunité professionnelle, sans travail, comme Mhm. d'ailleurs beaucoup se sont retrouvés après. Donc pour moi, je me suis dit, on saisit l'opportunité tout de suite, euh, On sait même jamais peut-être à ce la qui peut se passer. limite, exactement, travailler 3 4 ans, et puis à la limite, vraiment, si j'ai envie de terminer mon master, je rentre aux C'est États-Unis. toujours possible. Ouais. Euh, bien sûr, encore, il y a cette flexibilité. Et puis au moins, j'ai 4 ans de professional experience et puis je peux terminer mon master. Mais vraiment, je suis jamais rentré. Ok. On avait parlé entre nous du fait que tu avais le choix aussi de partir potentiellement aux Émirats. Ouais. C'était avant ou après ça? Ou pendant? En fait, c'était pendant ce processus, absolument. Ouais. Voilà. Donc j'avais l'opportunité, en fait, comme je parle arabe couramment, j'avais l'opportunité, bien sûr, d'en fait, de déménager ou en Asie du Sud-Est, rester en Asie du Sud-Est, ou euh, déménager au Moyen-Orient. Et Hmm. puis pour moi, vraiment, c'était une décision surtout d'un point de vue dynamisme économique. Mhm. Vraiment, ça c'est très personnel, bien sûr, Abdelrahman, mais pour moi, construire une carrière professionnelle au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus limité que de construire pour l'avenir, que de ancrer une carrière professionnelle en Asie du Sud-Est. La raison pour laquelle l'Asie du Sud-Est devient en fait très intéressante, c'est que d'une, c'est une région en plein essor économique, et de deux, c'est une région qui en fait expérimente tous les jours avec la démocratie. Donc il y a une ouverture sociale, il y a une ouverture politique, il y a une ouverture religieuse et il y a une tolérance religieuse beaucoup plus importante en Asie du Sud-Est. Et puis finalement, bien sûr, c'est une région du monde qui est exposée à la Chine et aux États-Unis. Donc les deux plus grands investisseurs euh, en Asie du Sud-Est, c'est les États-Unis et la Chine. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir faire partie d'une région du monde qui, de plus en plus, va devenir le moteur de croissance globale. Hein, L'Asie du Sud-Est, c'est 600 millions d'habitants, c'est 5, 6, 7% de croissance économique. Bon, maintenant, il y a Covid, c'est différent, les choses sont plus mitigées. On verra comment les choses vont se réformer au long terme, mais surtout, vraiment, c'est l'ouverture et l'essor politique. C'est une région du monde qui n'a pas peur d'expérimenter avec de nouvelles idées politiques, avec la démocratie. C'est beaucoup plus décomplexé, en fait. Et comment t'expliques que le Moyen-Orient a un tel attrait, même professionnel, les gens essayent d'aller au Moyen-Orient, à Dubaï, à Abu Dhabi, enfin, dans ces pays-là. Écoute, là bien sûr, c'est très subjectif, c'est très personnel. Bien sûr, Dubaï et les Émirats arabes unis, bien sûr, offrent des carrières magnifiques. Et Dubaï, en gros, c'est le hub, hein, c'est Hmm. du Moyen-Orient. Mais vraiment, pour moi, et puis tu vois, par exemple, c'est traduit dans la politique euh, étrangère européenne et américaine. En général, tu vois les grandes puissances mondiales qui essayent de plus en plus de se découpler du Moyen-Orient. Et il y a vraiment un focus énorme sur l'Asie-Pacifique. Hein. Mhm. C'est les nouveaux enjeux géostratégiques. We are beyond oil. Hein. Tout ce qui est matières premières et ressources. Maintenant, vraiment, l'avenir, on parle de logistique, shipping lanes, on parle de tout ce qui est robotique, technologie. Et je pense, encore d'un point de vue régional, on ne parle pas des Émirats ici, ou du Qatar, ou de l'Arabie Saoudite, ou de la Turquie per se, hein, spécifiquement, mais d'un point de vue régional, Mhm. l'Asie du Sud-Est est beaucoup plus préparée pour l'avenir que le Moyen-Orient. Hein. Donc pour Ouais. moi, vraiment, c'était un hedge pour le futur, en fait, pour l'avenir. Et en même temps, vraiment, moi, c'était, tu sais, ma première
expérience étrangère en dehors de l'Europe et des États-Unis, c'était en Asie du Sud-Est. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de déménager ici, j'ai fait mon Fulbright d'1 an et demi ici. Pour moi, c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup de foudre, c'était découvrir quelque chose de nouveau. C'est grandissant en France, on allait très souvent en Syrie, moi et ma famille. Je me rappelle, chaque année, c'était 1 mois et demi en Syrie avec les parents, avec les grands-parents, etc. Et tu sais, moi mes parents, ils étaient réfugiés politiques de Syrie. Hein. Donc, même moi, je porte avec moi tout le temps et tous les jours des traumatismes, en fait, vis-à-vis du Moyen-Orient. Hein, c'est une histoire violente, une histoire moderne assez violente, une répression politique qui est toujours vraiment très, très moche. Et l'histoire se répète, en fait, dans ces pays, que ce soit la Syrie ou l'Égypte ou même l'Afrique du Nord. Donc, moi, my personal assessment, quand ça venait à ma carrière professionnelle, c'était vraiment de m'éloigner de ces traumatismes que mes parents ont vécus et qui m'ont transmis à moi, bien sûr, comme des millions de familles immigrées en Europe et aux États-Unis. Donc vraiment, pour moi, c'était l'opportunité de tourner une page professionnelle, de construire quelque chose en Asie du Sud-Est. Et encore, vraiment, pour moi, c'était cet attrait de l'ouverture politique en Asie du Sud-Est. Il y a une diversité ethnique, diversité religieuse. Ouais, et c'est toujours... il y a une dynamique politique qui est très, très intéressante en Asie du Sud-Est, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et, et même si certains régimes en Asie du Sud-Est ont des tendances autoritaires, leurs actions n'ont jamais atteint le niveau de violence et de répression que tu trouves au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Loin de là, d'ailleurs. Et vraiment, c'est même, je dirais, en Asie du Sud-Est, c'est un type c'est une philosophie politique qui vraiment met le emphasis sur le développement économique, sur l'infrastructure. C'est très pragmatique, en fait. Et j'ai trouvé ça très attractif et surtout très, très rassurant, en fait, pour quelqu'un qui veut ancrer une vie en Asie du Sud-Est. Hein. Tu ne verras jamais en Asie du Sud-Est, en général, un niveau de répression ou de bassesse politique que tu verras dans le monde arabe. Ok. On en parlera un peu plus tard, mais tu t'es engagé beaucoup sur la défense des causes du peuple syrien. Tu n'hésites pas à me le dire au fur et à mesure de ton explication où est-ce que ça a commencé. Mais du coup, après ton expérience, tu as passé 1 an et demi Fulbright, puis la Malaisie, tu as travaillé officiellement en tant que diplomate, c'est ça? Donc, tu collaborais avec beaucoup d'ambassades. Ouais. C'était quoi ton job dans la région? Bah écoute, donc en fait, après mon expérience avec Fulbright et le département d'État en général, écoute, vraiment, c'était... Bon, il y a eu de la chance, hein, mais en même temps aussi, moi, ce que j'ai fait, ce que le Fulbright m'a permis de faire, et le département d'État, c'est en fait vraiment de commencer à tisser un network de connexion en Asie du Sud-Est, surtout avec les gouvernements. Un réseau très poussé. Donc vraiment, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à construire ce réseau, à construire de nouvelles amitiés. Et vraiment, en fait, c'est ce réseau qui m'a aidé ensuite à faire une transition du département d'État vers le secteur privé, surtout dans le investment banking. Donc, comme je disais, en fait, ça se lie à la politique, en fait. Les gouvernements en Asie du Sud-Est sont très engagés dans l'économie. Hein. Donc, par exemple, si tu compares, par exemple, à certains pays du Moyen-Orient, les plus grands budgets vont vers la défense en général. Donc, c'est les ministères de l'Intérieur, c'est le ministère de la Défense, c'est le ministère de la Sécurité qui ont les plus grands budgets. Ici, en Asie du Sud-Est, en général, c'est les ministères de la Finance qui ont de loin les plus gros budgets. Hein. Et c'est très rassurant. Donc, en fait, naturellement, mon network s'est ciblé vers la finance, vers tout ce qui est infrastructure, vers les banques d'investissement. Et donc, par le biais de ce network que j'ai construit, d'ailleurs qui est toujours en cours
de croissance, bien sûr. Ça, it's a lifelong journey. Oui. J'ai eu des opportunités professionnelles dans le monde de l'investissement. Et donc, en Asie du Sud-Est, bien sûr, la plupart des banques, la plupart des grandes compagnies sont des compagnies d'État, en fait. Hein. Donc, le plus grand investisseur ou shareholder dans ces compagnies, en gros, c'est les fonds souverains ou c'est les ministères des Finances. Et oui, Abdelrahman, écoute, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une banque d'investissement malaisienne. C'était à l'époque, bien sûr, de passer d'un monde où c'était surtout de la diplomatie au monde de l'investissement. C'était pas facile, en fait. J'avais un peu peur, mais en gros, je me rappelle, j'avais eu une discussion avec le PDG de la banque pendant que j'étais avec le département d'État. Il m'a dit, Salem, dans ma banque, j'ai trop de banquiers. Il me faut des gens qui think outside the box, qui pensent différemment. Il me faut de nouvelles perspectives. Donc, il m'a dit, Salem, on va te tester. Tu auras 1 an vraiment pour monter au niveau des autres banquiers, au niveau du treasury, structuring, pricing, debt capital markets, etc. Et puis, au bout d'1 an, si tu arrives comment dire, being up to task, on va te garder. Donc, pour moi, vraiment, c'était un challenge, en fait. Et c'était aussi l'opportunité de rejoindre le secteur privé où les choses sont un peu plus dynamiques, où la croissance professionnelle est un peu plus rapide. Donc, en fait, j'ai pris ce challenge. Et donc, depuis, Abdelrahman, ça fait maintenant pratiquement 11 ans que je suis dans le monde du investment banking. Donc, je suis passé de banques locales qui sont basées dans le sud-est asiatique. Et enfin, il y a 3-4 ans, j'ai transitionné de ça à une institution financière basée à Wall Street. Donc là, ça fait presque 4 ans que je suis avec eux, mais maintenant, comme je t'ai dit, je transitionne vers le monde de la tech. Ouais. Ok. Très bientôt. Ton expérience en Malaisie, c'était intéressant. Tu es passé aussi par. Tu as fait un peu de finance islamique. Absolument. Donc en Malaisie, vraiment, c'était. La finance islamique, bien sûr, joue un rôle très important, surtout dans le consumer banking. Donc, bien sûr, je me suis et j'ai été exposé pendant plusieurs années à la finance islamique, surtout dans le monde des soukouks. Ok, trop bien. Tu as parlé vraiment beaucoup du réseau. Je pense que le réseau, ça a été c'est une des clés aussi. Tu as parlé de l'éducation, du réseau. Je pense qu'après l'éducation, c'est le réseau qui est une des choses qui est vraiment très importante pour l'évolution de carrière. Bien sûr. Tu as fait comment pour construire ton réseau? Après, je pense que pour toi, c'était un peu spécial dans le sens où tu as été, par ton métier de diplomate, directement ouvert à des personnes ou à un réseau particulier assez haut placé. Ça a dû bien t'aider. Écoute, tu sais, ça m'a aidé et en même temps, c'était un inconvénient parce qu'en fait, être attaché à un État étranger, étant un étranger en Asie du Sud-Est, surtout un Américain, très, très souvent, et tu sais, les gens me disaient, ah, mais toi, t'es de la CIA, Salem, tu sais, on ne sait pas si on peut te faire confiance. Parfois, je ne savais pas si c'était une blague ou si c'était sérieux. Parfois, c'était des blagues, parfois, c'était sérieux, et je pense plus sérieux que... Souvent, c'était en gros, ils le disaient en blaguant, mais je pense qu'ils étaient sérieux. Donc, en fait, c'était aussi un inconvénient. C'était comment est-ce que... Donc, avoir un réseau, c'est une chose, mais avoir un réseau à qui tu peux faire confiance et un réseau qui va t'aider. En gros, en anglais, on appelle ça un functional network. Tu as le network, qui est le réseau normal, et ensuite, tu as un functional network. Donc, en gros, tu es en train de tisser un réseau de confiance, un réseau de support, un réseau d'amitié. Donc, ça, que tu sois diplomate ou que tu sois étudiant ou que tu sois ingénieur, c'est vraiment différent. Hein. Donc, ça, c'est vraiment down to personality, ton intérêt, ta sincérité dans la façon à laquelle tu reach out à ton network. Donc vraiment, en fait, c'est avoir des capacités de communication, des capacités, des capacités de communication, en fait, c'est ce qu'il faut. Et vraiment, c'est avoir un réseau limité, mais profond. Hein. Donc, très, très souvent, par exemple, quand j'étais un Fulbright,
c'était un réseau qui était, je dirais, très professionnel, arm's length. Hein. Donc, c'était un réseau qui allait pas forcément m'aider ou me propulser dans ma carrière, dans ma future carrière. Mais ce que j'ai pu faire, en fait c'est vraiment ce qu'il faut, Abdelrahman, c'est euh, ton background et ta carrière, c'est une chose, mais le plus important pour en fait tisser un réseau important, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps, il faut être présent, physically, il faut être dans le pays, il faut investir beaucoup de temps. Hein. Donc moi, en fait, la façon dont je l'ai fait, c'était chaque fois qu'il y avait une conférence en Asie du Sud-Est, que ce soit à Singapour ou en Indonésie, et tu sais, Abdelrahman, nous, on vit en Asie du Sud-Est, dans un monde avant Covid, les connexions aériennes, c'était très facile, c'est pas très cher de voyager. Donc, en fait, j'ai profité de ça et de faire en sorte que j'allais très, très souvent à des conférences. Et j'ai investi beaucoup de mes économies personnelles. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ça commençait avec un échange de cartes de visite à des cafés, des emails et des visites régulières en Thaïlande ou en Indonésie ou en Malaisie ou à Singapour, etc. Donc vraiment, je pense que c'est surtout, en fait, il faut avoir une passion pour le network. Il faut avoir une passion pour les communications humaines. Il faut être quelqu'un de sincère. Il faut être quelqu'un d'honnête. Il faut que tu dises aux gens que tu connais ou avec qui tu fais connaissance ce que tu veux faire. What are you trying to achieve from the relationship you have? Donc, en fait, le réseau, il faut l'approcher d'une façon très coordonnée. Il faut l'approcher d'une façon très logique, en fait. Hein. Donc, par exemple, quand tu as un emploi du temps de ta journée, ou voilà, aujourd'hui, ce que je vais faire de ma journée à 8h, 10h du matin, à midi, ben, en fait, pour le réseau, il faut faire la même chose. Je vais à cette conférence, voici le type de profil et de gens qui vont être à cette conférence. What am I trying to gain from this conference? Quels sont les objectifs de mon networking à cette conférence? Donc, c'est une approche en fait très méthodique. Oui. Et puis de là, vraiment, c'est ensuite sur 10 ou 15 ou 20 personnes que tu vas reconnaître. Au bout de 2 mois, tu vas que en parler à 10. Et au bout de 6 mois, tu vas en parler à 5. Et au bout d'un an, vraiment, il y en aura 1, 2 ou 3 avec qui tu auras des amitiés très poussées. Et vraiment, là, c'est là que le functional network commence à marcher. Hein, c'est des gens à qui tu fais confiance, des gens que tu veux aider, des gens qui vont t'aider en retour. Et donc, en fait, you value add each other professionally. Ok. Et donc, ce réseau, en fait, Abdelrahman, c'est vraiment ensuite, par le biais de ce réseau, ensuite, vraiment, quand tu as réussi à construire le début d'un functional network, c'est là que tu commences à voir des opportunités, pas forcément des opportunités professionnelles, mais des opportunités à apprendre, des opportunités à rencontrer d'autres gens, des opportunités à découvrir de nouvelles choses, à découvrir des nouveaux networks. Donc pour moi, par exemple, Abdelrahman, le monde de la banque et de la finance, ça m'est jamais passé par la tête. Mais ensuite, j'ai découvert par le biais de mon functional network qu'en fait, en Asie du Sud-Est, le investment banking, c'est très lié à la politique. Hein. Donc, en fait, tu fais de la finance, tu structures des produits, you're pricing products, mais aussi ce que tu fais, c'est que tes shareholders, c'est le gouvernement. Donc, en fait, tu as beaucoup d'interfaces avec le gouvernement. Et ensuite, ce que j'ai appris, en fait, c'est que la plupart des banquiers ont le skill set pour être des banquiers à New York, mais pas forcément pour être des banquiers en Asie du Sud-Est, parce qu'il faut avoir les connaissances politiques, il faut avoir les connaissances géopolitiques, il faut avoir cette habilité de faire du network, à faire du lobbying avec le gouvernement. Écoute, on est représentant de banque XYZ, tu vas au Parlement, il nous faut des incentives, il nous faut ceci, il nous faut cela, on va vous aider à lever de la dette pour construire votre aéroport. Donc, en fait, j'ai remarqué qu'il y a une place pour moi dans le monde de la finance et que les skills que j'ai vont en fait être un complément à ce que les banquiers font. Ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est des opportunités. C'est grâce à mon network. C'est eux qui m'ont en fait guidé vers le monde de la finance. Et bah, depuis, ça fait 10 ans, 11, 12 ans même, que, alhamdoulilah, ça marche très bien. Donc, je pense que, en fait, tu as un réseau qui fonctionne bien quand c'est un réseau qui commence à te guider dans de nouvelles directions, où tu apprends de nouvelles choses,
Et je pense que c'est à partir de là que de nouvelles opportunités peuvent bourgeonner d'un point de vue carrière et professionnel. Mais vraiment, c'est un temps d'incubation qui est très long. Donc il faut être patient, il faut avoir une capacité financière aussi. Vivre à l'étranger, ça coûte. Tu sais, voyager, aller à des conférences, ça coûte. Il y a de l'investissement, mais c'est un investissement très, très important. Ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, je pense un point important, c'est souvent on pense faire un network, mais c'est un network un peu superficiel. Les gens ne savent pas ce que tu fais, ce que tu veux faire. Voilà. Du coup, ils ne peuvent pas t'aider en fait. Un bon network, tu vas le reconnaître comment? Il va penser à toi, il va t'envoyer un message sur des choses que tu n'as pas demandé. Il va te dire, voilà, j'ai rencontré telle personne, tiens, j'ai pensé à toi, il va te mettre en contact, il va te dire, tiens, j'ai vu ce job-là, ça doit t'intéresser. Et quand tu as besoin de quelque chose, quand tu lui envoies un message, il va se donner la peine de chercher autour de lui, d'envoyer quelques messages dans ses contacts, de faire l'effort pour toi, qu'il ne ferait pas forcément avec une personne qu'il ne connaît pas bien. Exactement. C'est vraiment, je pense que la définition, deux mots qui définissent l'essence même d'un network, c'est confiance et sincérité. Très, très important. Hein. Donc, s'il n'y a pas cette confiance et cette sincérité, c'est un réseau, c'est un network, mais il n'est pas fonctionnel. Hein. Oui. Mais si tu rajoutes la confiance et la sincérité, ça devient vraiment un réseau vivant, ça devient un réseau réactif, ça devient un réseau, voilà, ça devient quelque chose de vivant, de fonctionnel et de pratique. Ouais. Du coup, tu as passé plusieurs années à travailler dans le monde de l'investissement, le monde de la finance. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à transitionner vers la tech? Ouais. Bah, écoute, c'est deux raisons principales, Abdelrahman. La première, c'est, et en fait, là, les décisions que j'ai prises il y a 13 ans pour de choisir de m'installer en Asie du Sud-Est, en gros, te future-proof ma carrière. Maintenant, en fait, j'arrive au même point à nouveau, après en fait, presque 12 ans d'expérience professionnelle. Quelles sont les prochaines actions que je dois prendre pour future-proof ma carrière, en fait. Et vraiment, ce qui se passe, en fait, c'est que de nos jours, surtout en Asie du Sud-Est, et en gros, en général, dans les pays émergents, c'est même valide au Moyen-Orient, c'est que en Europe, le monde financier a à peu près 100, 120, 130, 140 ans. Donc, la plupart des grandes banques d'investissement américaines, françaises, si on parle qui sont basées à Wall Street ou à Paris, etc., those are legacy banks. Donc, en fait, les systèmes économiques de l'Ouest sont toujours ancrés dans le passé, sont toujours ancrés dans ces systèmes qui ont plus d'un siècle. En Asie du Sud-Est, il y a l'opportunité de faire un leapfrog. Hein. Donc, au lieu de se retrouver avec des banques gigantesques, les systèmes économiques et financiers en Asie du Sud-Est et dans les pays émergents peuvent transitionner vers la fintech beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, je vais partager une histoire avec toi. Ça m'est arrivé à Jakarta il y a 3 ans, Abdelrahman. Je sortais d'un meeting, je me promenais à Jakarta et j'ai trouvé un jeune cireur de chaussures, hein, qui était assis sur un petit banc sur la route. Il m'a approché, il m'a dit, est-ce que, monsieur, je peux vous cirer les chaussures? Je fais, OK, cirez-moi les chaussures. Et bien sûr, à Jakarta, tu vois des scènes comme ça très souvent. Et donc, il m'a ciré les chaussures. Et à la fin, je lui donne un billet d'argent. Il me dit, ah non, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire un paiement digital? Et alors, je le regarde bouche bée. Je fais, mais pourquoi? Mais j'ai fait, alors ça doit être une arnaque, ça. Hein, c'est pas possible. Et ensuite, il me regarde, il dit, non, non, parce que si tu me fais un paiement digital, je peux transférer ce paiement directement à ma femme pour qu'elle puisse acheter du riz et de l'huile et du sucre à mes enfants immédiatement. Hein? Donc, tu te retrouves maintenant dans les pays émergents comme l'Indonésie, où tu as une pénétration digitale très profonde. Hein? Donc, même le cireur de chaussures, que Dieu le bénisse, utilise les paiements digitaux. Hein? Et donc, pour moi, vraiment, c'était un moment qui m'avait marqué, parce que soudainement, tu as une opportunité pour ces gens-là, des gens qui ont bien sûr, qui vivent dans très souvent des conditions difficiles. Ils ont cette mobilité digitale
qui leur permet en fait, de résoudre des problèmes. Donc, par exemple, si je lui avais payé par un transfert banquier conventionnel, ça aurait été dans sa banque, ensuite il transfère à un autre compte, et ensuite tu as des fees de 1 ou 2 ou 3%, et ça prend des jours, et ça coûte cher, etc. Et si je lui donne un billet de banque, il doit terminer sa journée de travail, sa femme ne peut que acheter les denrées alimentaires de base urgentes que le soir quand il rentre. Hein? Donc en fait, en Europe et aux États-Unis, quand on parle de la fintech et du monde digital, ok, c'est un progrès, it's a convenience. Ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Dans les pays émergents, la transition vers la fintech et le digital est une question de survie économique. Et c'est une question d'ouvrir des opportunités pour des centaines de millions de personnes, au lieu de passer par le même processus que l'Europe et les États-Unis sont passés par, où tu as des grands monopoles banquiers, et puis tu as en gros une ossification du système financier. Donc, ça, c'était un moment qui m'avait marqué à Jakarta il y a 3 ans. Et donc, depuis, vraiment, c'est tout ce qui est fintech, tout ce qui est shared rides, donc Uber, Gojek et tout ça, Careem, tout ça, vraiment, ça fait en fait 2-3 ans que ça me travaille. Et de deux, en fait, ce que tu fais vraiment dans le monde de la tech, avec des plateformes comme Gojek, c'est que maintenant, en fait, you are empowering les PME, les petites et moyennes entreprises. Soudainement, tu leur ouvres un marché dans toute la ville. Tu donnes des opportunités, tu offres des plateformes. Donc vraiment, c'est pour moi, Gojek, c'est l'opportunité to empower people, en fait. De leur donner une mobilité sociale et une mobilité économique. Gojek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de... Enfin, ça ressemble plein de choses, Uber. De Uber, qui ressemble à Uber Eats, Uber... faire livrer les courses, enfin, ils ont plein de services comme ça, hyper utiles. Voilà. Ils rassemblent tout. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, voilà, c'est surtout une plateforme, en fait, où les PME mettent leur business et tu peux commander directement de tous ces petits business par le biais de Gojek, et Gojek fera la livraison, bien sûr. Donc, en fait, ça réintègre l'économie, ça donne l'opportunité. Tu sais, dans les pays émergents comme l'Indonésie ou les Philippines ou la Thaïlande, la Malaisie ou l'Égypte, etc., le secteur informel joue est toujours très important. Par exemple, en Égypte, c'est 70% du PIB. C'est très important. Donc, en fait, donner des opportunités à ce secteur informel, c'est très, très important. Donc, il y a ça. Donc, il y a vraiment l'aspect économique. Et puis, pour moi, vraiment aussi, il y a l'aspect humaniste, vraiment. On en a un peu parlé déjà. C'est l'aspect social, l'aspect to empower people, leur donner l'opportunité de croître, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait des années que ça me travaille. Et là, bien sûr, j'ai eu récemment l'opportunité d'avoir des discussions avec Gojek. C'est un management qui est, tu sais, j'ai fait mes entretiens avec eux, un management qui est très ambitieux, un management qui a soif, en fait. Mais surtout cette soif pour pouvoir débloquer ces nouvelles opportunités financières et économiques pour les PME. Donc, tu sens... quand j'ai eu mes discussions avec eux, dans leur ADN, il y a vraiment cette mission de pouvoir débloquer de nouvelles opportunités économiques pour les gens du sud-est asiatique. Ok, trop bien. Écoute, j'espère que ça va bien se passer pour toi, Inch'Allah. Ça a l'air super, Merci, Inch'Allah. Super fascinant. On peut parler maintenant de ton engagement pour la Syrie. Ouais. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que tu as pu accomplir dans ton engagement? Dis-nous tout. Bien sûr, bien sûr. Écoute, la Syrie, mon attachement à la Syrie, bien sûr, c'est originel par le biais de mes parents. Et bon, mes parents, comme des millions de Syriens, d'ailleurs, je dirais comme la plupart des Syriens, ont souffert d'un régime autoritaire, d'ailleurs, un des régimes les plus violents que la planète ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, on parle de faits. Donc, en fait, moi, en grandissant, j'ai toujours apprécié être français-américain parce que ça m'a donné des opportunités d'éducation, des opportunités spirituelles.
La vérité, c'est qu'en tant que musulman, j'ai ma liberté de pratiquer ma religion en France et aux États-Unis plus que dans certains pays au Moyen-Orient. Ça, c'est une vérité. Donc, j'ai toujours eu ces contrastes. Mes parents m'ont toujours transmis l'idée que Salem, tu as beaucoup d'opportunités en France et aux États-Unis. Ne les gâche pas parce que nous, on n'a pas eu ces opportunités. On a beaucoup souffert, on a des traumatismes, etc. Et aussi, bien sûr, une deuxième valeur fondamentale que mes parents m'ont transmise, c'est bien sûr toujours de ne pas oublier d'où on vient, nos origines, et d'aider les gens qui n'ont pas eu les opportunités que nous, on a eues. Donc, bien sûr, quand la révolution syrienne a commencé en 2011, Abdelrahman, donc le printemps arabe, bien sûr, les Syriens ont été pendant très, très longtemps, pendant des décennies, soumis à un régime politique extrêmement corrompu, extrêmement violent. Un régime politique, d'ailleurs, comme je t'ai dit, c'est sanglant, très, très sanglant. D'ailleurs, comme on peut voir aujourd'hui en Syrie, maintenant, il y a plus de 700 000 morts, plus de 3 millions d'innocents emprisonnés, et puis bien sûr, plus de 7 millions de réfugiés internes et externes. Donc c'est une situation très, très grave, mais pas nouvelle malheureusement. Donc en 2011, quand le peuple syrien, inspiré par les Égyptiens, les Tunisiens, les Libyens, etc., ont décidé de commencer à manifester pour des réformes politiques de base. Hein. On parle vraiment de choses de base. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut réformer, par exemple, les écoles ou l'agriculture comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on élimine la corruption hein. Et en gros, ces manifestations civiles, peaceful demonstrations, ont été réprimées brutalement, Abdelrahman, brutalement. Donc, c'était des tanks, c'était des avions, c'était des gens qui ont été massacrés. Et de là, vraiment, il y a eu une conflagration du conflit syrien. Et d'ailleurs, le régime de Bachar el-Assad a répondu avec répression pour, en gros, éliciter une sorte de conflit civil, en fait, et diviser le peuple. Donc, vraiment, ce qu'on a fait, moi et certains amis, on a créé le SETF, le Syria Emergency Task Force. Okay. Donc, le Syria Emergency Task Force, ça, c'était en 2012. Ok, juste après, un an après. Voilà, juste un an, un peu moins d'un an en fait, parce que la révolution syrienne a commencé en mi-2011, donc quelques mois, 6 à 8 mois plus tard, le SETF a été créé. Donc, bien sûr, là, surtout par mon ami Mouaz Mustafa. Le but du SETF, initialement, c'était vraiment de faire en sorte que la voix du peuple syrien puisse être entendue à Washington et dans les grandes capitales occidentales. Et en fait, faire en sorte que l'histoire du peuple syrien soit entendue par les gouvernements dans le monde entier. Donc, d'une, que c'est un peuple qui demande la dignité, c'est un peuple qui demandait, d'ailleurs au début ne demandait même pas un nouveau régime, mais qui demandait des réformes politiques et sociales. Et qu'ensuite, avec la répression de base, avec la répression militaire, excuse-moi, les choses se sont compliquées un peu plus. Donc, on a fait en sorte que ça. Donc, ça, c'était vraiment la première phase. Ensuite, la deuxième phase du SETF, c'était faire en sorte que les zones qui ont été libérées par le FSA, le Free Syrian Army, aient de l'aide financière et l'aide politique de la communauté internationale pour que les Syriens puissent reconstruire de nouvelles villes, de nouvelles infrastructures, qui puissent vivre en paix et en dignité. Et ensuite, comme la répression du régime de Bachar el-Assad s'amplifiait, hein, on parle de torture, on parle vraiment de torture sur on an industrial scale. Hein. Donc, même le International Criminal Court à La Hague parle de génocide en Syrie. Il parle de torture inspirée du nazisme, en fait. Hein. Donc, en fait, vraiment, la troisième phase, c'était faire en sorte que les grandes puissances mondiales puissent aider le peuple syrien à entamer une transition politique.
Mhm. Donc, commencer à réfléchir à un avenir en Syrie après Bachar al-Assad. Donc, on a très souvent travaillé avec Washington, on a travaillé avec Paris, on a travaillé avec Londres, on a travaillé avec La Hague pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui puisse aider le peuple syrien à tourner la page. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dedans, toi? En fait, c'était par le biais d'un autre réseau aux États-Unis. Donc, comme j'ai passé du temps à Washington auparavant, et en fait, la communauté arabo-musulmane, Abdelrahman, aux États-Unis est très organisée, très engagée, très active. Mhm. Donc, à chaque fois qu'il y a une cause en fait qui nous réunit, euh, très rapidement, tu verras un niveau d'activisme euh, aux États-Unis. Donc, en fait, c'est vraiment par le biais de réseaux, de gens, on s'est tous connectés, qui veut aider pour la Syrie, qui veut faire ceci, cela. Donc, c'était vraiment au début par Facebook. Et tout, en fait, c'est organisé, c'est institutionnalisé. Mhm. Et puis, bien sûr, on a travaillé avec les autres communautés américaines, en fait. On a travaillé avec beaucoup d'autres PAC, Political Action Committees, donc avec lesquels on avait les mêmes goals et les mêmes ambitions euh, aux États-Unis. Donc, voilà, donc c'était vraiment, en fait, ce qui s'est passé après 3-4 ans, ce n'était pas un effort de la communauté arabo-musulmane ou de la communauté syrienne aux États-Unis, mais c'était un effort, c'était une coalition, en fait. On avait des républicains, on avait des démocrates, on avait des membres de groupes de lobby de l'environnement, des membres des Nations Unies, etc. Donc, on avait construit une belle coalition pour faire en sorte, en fait, que la Syrie devienne, et c'est un hashtag que tu trouveras sur Twitter, Never Again. On ne veut plus de génocide au Moyen-Orient ou mondialement. Comment est-ce qu'on peut apprendre de l'exemple syrien? Comment est-ce que les États-Unis et la communauté internationale peuvent intervenir plus rapidement quand il y a des crises politiques, humanitaires et sociales importantes? Et malheureusement, ce Never Again, c'est Always Again. Donc, on voit par exemple ce qui se passe au Myanmar maintenant. Donc, tu as un crackdown politique assez important. Et on a à nouveau une communauté internationale qui est assez désengagée, en fait. Mais là, on comprend, on a Covid, on a une pandémie. Donc, les États sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes et veulent, en gros, résoudre la pandémie d'abord. Mais même avant ça, on avait, bien sûr, on a toujours des problèmes génocidaires dans le monde. Donc, en fait, vraiment, on a construit cette coalition politique, Abdelrahman, pour faire en sorte que c'est pas juste la Syrie, mais c'est comment est-ce qu'on peut engager les États-Unis, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les États-Unis, l'Union européenne et les autres démocraties dans ce monde qui ont des valeurs de base, des valeurs universelles, des droits de l'homme, etc., comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans ces conflits plus rapidement? Pas forcément des interventions militaires, mais on Mhm. parle maintenant de mettre pression sur des régimes, des sanctions économiques, sur certains individus de certains gouvernements, mettre des pressions politiques, des sanctions politiques sur des gouvernements qui n'ont aucun regard envers les droits de l'homme, envers les minorités ethniques, les minorités politiques, les opposants politiques, etc. Donc en Oui. fait, c'est responsabiliser la communauté internationale à intervenir. Parce que le problème, Abdelrahman, c'est que au début, je pense que la communauté internationale espérait que le conflit syrien allait être limité aux confins des frontières syriennes. Mhm. Mais le problème, c'est que quand tu as une répression génocidaire qui atteint un point où tu commences à créer euh, des flux de réfugiés, ça devient un problème régional et ensuite ça devient un problème international. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la répression politique, quand elle atteint un certain niveau de violence, ça crée de l'extrémisme, ça crée du désespoir. Donc en fait, le conflit syrien qu'on aurait pu résoudre en fait il y a 3-4 ans très facilement si le président Obama avait montré un peu plus de leadership et de courage, et les Européens aussi d'ailleurs, on aurait pu résoudre le problème syrien très rapidement. Mais c'est le désengagement international qui a ensuite créé un désastre humanitaire, qui a créé un désastre de réfugiés, qui a créé des problèmes sociaux en Europe, qui a ensuite engendré une poussée vers l'extrême droite en Europe,
Donc, en fait, les Européens et les Américains doivent comprendre que leur égoïsme politique aura des répercussions sur leur société. Hein. Le conflit en Afghanistan, le conflit en Syrie, le conflit au Myanmar, etc., ces conflits ne restent jamais confinés dans les frontières. Ça a un impact régional. Donc, j'espère, moi, de tout cœur, d'ailleurs, si on apprend une leçon du conflit syrien, c'est qu'il faut être très proactif dès le début d'un conflit et mettre pression sur des gouvernements qui répriment leur peuple. Enfin, on parle de chiffres faramineux, Abdelrahman. Je ne veux pas rentrer dans les détails photographiques, mais bien sûr, pour tes écouteurs, ils peuvent aller googler le Caesar Files. Caesar, c'est le nom, it's the code name d'un ressortissant syrien qui s'est échappé de Syrie et qui, en gros, longue histoire très courte, Abdelrahman, qui a réussi à télécharger d'un hôpital syrien plus de 50 000 images de torture. Donc, en fait, le régime syrien a commencé à exécuter et torturer des centaines de milliers de Syriens dans les hôpitaux parce que les prisons étaient pleines. Et donc, on a travaillé avec ces gens-là, on a travaillé avec des réfugiés syriens on les a aidés à documenter auprès du Congrès américain, du Sénat américain, auprès du gouvernement anglais et auprès de la Hague, qui ont pu documenter un système systématique de torture et d'élimination et de génocide en Syrie. Donc même pour moi, mon confort, Abdelrahman, c'est même si ces cas ne vont pas aboutir à un changement immédiat en Syrie, c'est très important pour les futures générations de savoir et de documenter les atrocités qui se passent en Syrie. Oui. Très important. Oui, c'est clair. Et du coup, toi, tu étais basé à ce moment-là, tu étais en Asie du Sud-Est. Donc, comment tu faisais pour être actif? J'étais basé en Asie du Sud-Est. Donc, bien sûr, il y a eu un impact sur ma santé, un impact sur ma vie personnelle, parce que voilà, très souvent, je prenais des appels la nuit. Très souvent, je faisais des voyages aux États-Unis aussi. Heureusement, et bien sûr, certaines fois, ça a impacté ma performance au travail dans le monde de l'investissement. Et puis, à un certain moment, vraiment, j'ai dû arrêter, j'ai dû prendre une pause. Ma santé a commencé à vraiment à souffrir. Mais ce que j'ai aussi pu faire, comme j'étais basé en Asie du Sud-Est, c'était faire des campagnes d'engagement avec les gouvernements en Asie du Sud-Est, en gros, pour leur expliquer ce qui se passait en Syrie, quelle est la situation en Syrie, comment est-ce que les gouvernements d'Asie du Sud-Est peuvent contribuer à un apaisement en Syrie. Donc, on avait certaines campagnes, des Caesar Campaigns en Malaisie, en Indonésie, etc. Mais c'était des années très, très difficiles, Abdelrahman, très, très difficiles d'un point de vue professionnel et personnel. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu rejoindre ce groupe? C'est ton background? Comment? Parce qu'il y a plein de Syriens dans le monde entier. Il y a plein de gens qui veulent aider, mais vous n'étiez pas non plus des milliers dans l'association, dans le groupe. Bien sûr, non, pas du tout. Non, c'était vraiment, encore une fois de plus, c'était recherche. C'était très souvent, il y avait des group calls sur Facebook, etc., de groupes qui représentaient le peuple syrien. Tu étais à l'affût, tu suivais ce qui se passait. Voilà, j'étais à l'affût, je suivais les débats, les machins, etc., les associations syriennes aux États-Unis, les débats qui se passaient au Congrès, etc. Donc, en fait, il faut vraiment être engagé. Hein. Et puis maintenant, pour les écouteurs qu'on a maintenant avec... les auditeurs, Salem. les auditeurs, j'ai dit quoi? J'ai dit les écouteurs, mais c'est pas grave. Les écouteurs, oh là là, les auditeurs, mon Dieu. Ça vient de listeners. Hein, c'est encore un anglicisme terrible pour tes auditeurs. Maintenant, par exemple, il y a des outils pour ça. C'est par exemple Clubhouse. C'est un outil superbe pour tous les débats politiques, les débats sociaux, les débats sur l'environnement, les débats. Donc, les outils et les plateformes qui existent aujourd'hui, qu'on n'avait pas en 2011-2012, sont là pour vraiment faciliter cet engagement, cet activisme qui est, je pense, très important, qui fait partie de notre croissance professionnelle, en fait. Est-ce que tu peux me dire un peu deux, trois grosses actions que vous avez pu faire dans l'asso? C'est une association ou c'est un groupe? Je ne sais pas comment tu appelles ça.
Voilà, bah c'est une NGO, Non-Governmental NGO. Organization. Ouais, Mhm. ouais. Bah écoute, plusieurs victoires, une victoire très très importante et ça, il faut que je le dise, c'est pas surtout, c'est dû en gros au directeur et au founder du SETF, Moaz Mustafa. Donc les sanctions qui ont été votées par le Congrès américain contre le gouvernement et certains généraux du régime de Bachar el-Assad sont dus aux efforts de Moaz et le SETF qui ont exposé les abus et les exactions et les génocides du régime de Bachar el-Assad directement. Donc il y a eu un impact direct. Donc c'est pour ça maintenant tu as les Caesar Sanctions du Congrès. Donc ça c'est vraiment grâce au travail de Moaz et de la SETF à continuer un travail d'investigation très difficile pour exposer ce que le régime syrien faisait en fait. Et Ok. donc c'est avec cette documentation, c'est avec the evidence that the SETF has come up with que le Congrès américain a pu passer des lois et a pu en fait mettre en place des sanctions contre le régime syrien de Bachar el-Assad. Ça Ok. c'est d'une. Ensuite de deux, euh, c'est vraiment en fait euh, quelque chose dont je suis très fier. On a travaillé avec certaines associations juives aux États-Unis, donc à New York, à Washington, il y a le Holocaust Museum, donc c'est un musée du Holocauste. Mhm. Et dans ce musée, le musée a très gentiment travaillé avec la SETF et ils ont fait une galerie d'images de Caesar dans le musée du Holocauste. Bien sûr, les gens qui travaillent au musée, et cette communauté, la communauté juive, est une communauté superbe. Ils ont été une victime du Holocauste et quand ils ont vu ce qui se passait en Syrie, ils ont offert d'avoir une galerie temporaire d'images d'innocents et de civils torturés par le régime de Bachar el-Assad. Donc, on a eu cette galerie qui a duré quelques mois au Holocaust Museum. Donc, j'ai trouvé, c'était très symbolique. C'était vraiment montrer que, voilà, we can blur the artificial lines. On peut travailler avec toutes les communautés. Vraiment, en fin de compte, toutes ces causes, que ce soit la cause syrienne ou que ce soit la cause politique au Myanmar ou des Rohingyas ou quoi que ce soit, surtout, avant tout, ce sont des causes humanitaires. On se bat pour ces causes parce que c'est la dignité humaine. Le génocide, que ce soit contre qui que ce soit, c'est inacceptable. Hein. Toutes les religions, tous les systèmes politiques believe fundamentally in the dignity of life. Hein, les juifs, les musulmans, les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, etc. Donc vraiment, ça, c'était la philosophie de base du SETF. Bien sûr, la mission euh, primordiale, bien sûr, c'est la Syrie, mais surtout, on fait ça parce que c'est pour la préservation de la vie humaine. Mhm. Ça, c'est la cause. Ouais. Ok. D'accord. Tu m'as dit que tu as évoqué des grandes instances européennes, aux États-Unis, etc., même en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que vous avez écouté en fait? C'est votre réseau, c'est votre expérience dans la diplomatie. Qu'est-ce qui fait que vous étiez plus efficace que d'autres peut-être Syriens ou Ouais. d'autres personnes qui ont testé, qui ont essayé d'avoir le même impact que vous? Plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je t'avais dit avant, Abdelrahman, la communauté syrienne et arabe aux États-Unis est très engagée, très organisée, très active. Donc, par exemple, on a réussi à trouver des amis de Syrie dans le Congrès américain. Donc, Washington, c'est vraiment pour moi, je dirais, c'est la capitale du monde. Pourquoi? Parce que chaque cause politique, toutes les causes politiques, qu'elles soient humaines, qu'elles soient environnementales, que ce soit le Népal, ou que ce soit l'Afrique du Sud, ou que ce soit ceci, cela, tu trouveras des groupes de lobby qui représentent toutes ces causes à Washington. D'accord? Mhm. Donc, en fait, à Washington, tu trouveras toujours un allié. Donc, d'une, vraiment, la première stratégie, c'était de tisser des alliances avec des groupes qui ont une expérience à Washington pour pousser des causes humanitaires, des causes diplomatiques, etc. De deux, bien sûr, ça a commencé avec l'effort de la communauté syrienne. Donc, there was good funding, il y avait une bonne organisation. C'est une communauté qui a très souvent travaillé avec l'État américain, donc au niveau fédéral et au niveau des États.
Donc, on a souvent trouvé des gens qui avaient des réseaux avec certains congressmen, avec certains sénateurs, avec certains ministres, avec certains ceci, cela. Donc, en fait, vraiment, ça a commencé avec un réseau très compliqué, avec plusieurs niveaux. Et ensuite, vraiment, it was a distillation process qui a mis 6-7 mois. Mm-hmm. Voilà, ça s'est épuré. Et puis, bien sûr, Mouaz lui-même a travaillé auparavant au Sénat et au Congrès. Il était un staffer de plusieurs membres du Congrès et du Sénat, et d'ailleurs d'autres Syriens et d'autres Arabes américains qui travaillaient dans le Congrès et le Sénat. On a travaillé avec eux, on a utilisé leur expertise, leur réseau. Donc vraiment, c'était un effort de réseau. On connaissait du monde qui, encore une fois, au Congrès, au Sénat, dans la politique américaine. On leur a parlé, c'était un travail de conviction, c'était pourquoi est-ce que la Syrie est importante. Et puis vraiment, de là, ça a bourgeonné, c'est devenu quelque chose d'important et qui a eu un impact. Ok, d'accord. Donc, réseau. Et du coup, vous étiez une grosse équipe? Bah écoute, là, en ce moment, la SCTF, ils ont à peu près 15-20 personnes. Ouais. Donc, c'est une équipe assez conséquente. Conséquente, c'est relatif. Hein. C'est relatif. Si tu me dis à 15-20 personnes, vous arrivez à faire voter des lois contre le gouvernement syrien. Mais tu vois, c'est le SCTF qui a aussi travaillé avec beaucoup d'autres associations. Hein. Mais vraiment, le SCTF et Mouaz lui-même a joué un rôle très, très important et fondateur dans cet effort. Hein. Mais donc, il y a, par exemple, The Americans for a Free Syria, il y a le SCTF, il y a Arab Americans for Syria. Donc, il y a une constellation, en fait, d'associations arabo-américaines, syriennes-américaines, et en fait, d'autres associations américaines qui ne sont pas arabes ou musulmanes ou quoi que ce soit, qui sont engagées dans les human rights, etc., avec qui on a travaillé. Donc, en fait, vraiment, la force de notre effort et le mérite de notre effort, c'était de créer cette constellation d'associations qui représentaient différents membres de la société qui ont travaillé ensemble. C'était beaucoup de coordination, absolument. Mais je dirais que le SCTF et Mouaz étaient vraiment fondateurs et ils étaient en tête de cet effort, ils ont coordonné cet effort et ils étaient vraiment, they headed the effort. Ok, trop bien. Écoute, j'ai fait un peu le tour des grosses questions sur ton parcours que je voulais te poser, tes engagements, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, au vu de ta carrière, quelque chose dont on n'a pas parlé peut-être, que tu penses que c'est intéressant de partager en termes d'expérience et de choses que tu as pu apprendre? Ouais. Bah, écoute, là, je vais être vraiment très, très macro. Hein. Écoute, je pense donc, on a beaucoup parlé de réseau, très important, bien sûr. Mais je pense que le monde du travail, le monde de la carrière change très, très vite. Hein. Je pense que de nos jours, un des atouts les plus importants, c'est vraiment l'expérience et l'attitude. Hein. C'est cette sincérité et cette confiance. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, je suis entré dans le monde du investment banking sans connaissance dans la finance, du tout. Mais en général, c'est vraiment cette confiance et it's your attitude. C'est très, très important. Donc, j'ai eu l'opportunité, par exemple, moi, pendant ma carrière, surtout ces 4-5 dernières années, de former des équipes, de recruter du monde. Et pour moi, vraiment, un des aspects les plus fondamentaux, ou le seul aspect vraiment, c'est the attitude. C'est quoi en français, attitude, Abdelrahman? J'ai perdu mon latin. L'attitude. L'attitude, c'est vraiment l'attitude. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais partager une expérience avec tes auditeurs, Abdelrahman. Oui. Quand j'ai été recruté par une banque en Asie du Sud-Est, d'ailleurs une des plus grandes banques d'Asie du Sud-Est, le PDG de la banque voulait me parler, voulait savoir c'est qui ce franco-américain qu'on recrute pour en fait une position assez importante. Je veux le rencontrer parce qu'en général, un PDG
il n'interviendra jamais dans un recrutement dans le middle management, en fait, ou middle upper management. Et donc, il m'a invité pour prendre un café avec lui dans un petit café au bord de la route, un hawker presque. Hein. Donc, tu sais, tu t'assois sur les petits bancs en plastique, tu as une petite table en plastique. On était assis au bord de la route. Il était très humble, cette attitude vraiment down to earth. Et il m'a dit, Salem, j'aimerais que tu me commandes un café, ceci, cela, et toi, commande ceci, cela. Donc, appelle le serveur ou le garçon et commande. Et alors, pendant que je commandais, j'ai commandé. Et comme d'habitude, alhamdoulilah, je pense que je suis quelqu'un de très poli, de très posé. Et donc, poliment, même si on était assis sur des bancs en plastique et c'était un resto pas cher, bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, machin, merci beaucoup, thank you. Donc, toujours rester poli. Et donc, 3-4 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, Salem, ça va, tout se passe bien à la banque, est-ce que tu es heureux, etc. Je lui ai dit, ouais, merci beaucoup. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai invité à ce petit resto? Il m'a dit, je voulais voir et savoir comment est-ce que tu traites les gens. Même celui qui te sert ton thé au bord de la route. C'est très important. Donc, en général, quand tu as un boss ou un PDG ou un manager qui est éthique, qui est travailleur, qui a un bon background, vraiment, this is what you look for. C'est vraiment ton éthique, ton attitude, ta politesse, ta confiance, ton professionnalisme. C'est très, très important. Et d'ailleurs, ces valeurs deviennent de plus en plus importantes quand tu montes, quand tu montes dans ta carrière professionnelle. Oui. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très touchant. Et d'ailleurs, c'est une expérience que je répète très souvent quand je recrute du monde. Je les amène dans ces petits restos. Vraiment, j'étudie leur attitude, la façon dont ils parlent aux gens, la façon dont ils commandent, leur niveau de politesse. Si on va dans un resto 5 étoiles ou un resto de Michelin, est-ce qu'ils se comportent de la même manière que si on est assis au bord de la route en train de boire un petit thé sucré et un petit gosse qui nous sert notre thé, hein. Donc, tu veux vraiment voir comment les gens agissent, comment les gens réagissent dans différentes situations et s'ils maintiennent leur éthique dans toutes ces situations. Oui. Et s'ils maintiennent cette éthique, ils ont cette éthique fondamentale. Tu sais que quand tu recrutes ces gens-là, quoi qu'il arrive au travail, good time, bad time, il y a une crise au travail, il y a de bons moments au travail, il y a des problèmes, etc. Tu sais qu'ils vont maintenir cette éthique. Et c'est très important. Et tu sais que tu peux travailler avec eux, tu sais que tu peux leur faire confiance. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris. Très important. Ok, bah, écoute, super intéressant. Et puis, je suis d'accord avec toi, je ne vais pas te contredire sur ça. Salem, on va finir sur quelques petites questions. Est-ce que Bien sûr. tu as des routines du matin? Écoute, Abdelrahman, toi, tu as suivi ma transition de quelqu'un qui était assez obèse, il faut le dire, à quelqu'un qui ne l'est plus. Donc, alhamdoulilah, tu sais, j'ai réussi à perdre 45 kilos l'année dernière, cette année, ça fait en un an et demi. Donc, vraiment, ma routine, alhamdoulilah, même pendant mes années où ma santé était désastreuse, je me lève toujours tôt. 5h30 du matin, je suis debout. Donc, en général, je commence vraiment ma journée avec beaucoup de lecture. Hein. Les infos, donc The Economist, The Financial Times, Le Monde, etc. Donc, vraiment, quand je me lève, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je sache ce qui se passe dans le monde parce que ça impacte mon job, c'est ma passion. Hein. Et puis, vraiment aussi, la lecture, ça fait partie de ma routine. Alhamdoulilah, je lis beaucoup, énormément. Surtout des biographies, surtout en fait histoire, géographie, sciences humaines. Bon, je suis un peu général là. Et puis, alhamdoulilah, récemment, là, ça fait un an et demi, mon sport. C'est très, très important. Et là, même pendant le Covid, étant en voyage, ça fait quoi, un mois et demi que je suis en vadrouille à Abdelrahman. Ouais. Bon, c'est un peu difficile pendant le Ramadan, mais j'essaye toujours de trouver du temps à faire un peu de sport. Et j'ai découvert vraiment c'est al-aql salim fil jism salim. On en parle toujours, mais l'esprit sain dans le corps sain. Le sport m'aide beaucoup à gérer le stress, à gérer
à gérer ma journée. Donc, ouais, donc, alhamdoulilah, sport, lecture, et puis se lever tôt le matin. En gros, l'élève modèle, tu vois. Ça y est, t'es devenu l'élève modèle, ça y est là. Non, 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 bien sûr, non. Et puis, Mais bon, moi, pour vraiment parler tu sais, on a tous nos faiblesses, hein. Donc, pour moi, par exemple, ma santé, mon poids, ça va toujours être vraiment ma bataille principale. Toute ma vie, hein. Et puis, avec l'âge, bien sûr, les choses se compliquent, hein. Faut rester healthy, il faut faire plus d'efforts. Donc, pour moi, my fitness journey will remain a challenging one. Mais j'aime le challenge. Tu as toujours aimé le challenge professionnellement, dans tous les sens du terme. Absolument. Est-ce que tu as des recommandations de livres, deux, trois livres qui t'ont marqué, que tu voudrais recommander? Abdelrahman, deux livres très importants. Un sur l'histoire de l'Asie du Sud-Est, l'histoire contemporaine et l'histoire surtout politique de l'Asie du Sud-Est. Le livre s'appelle Blood and Silk, écrit par un auteur anglais qui s'appelle Michael Vatikiotis. Donc, Blood and Silk, vraiment, pour les auditeurs qui un jour voudraient passer du temps en Asie du Sud-Est ou pensent emménager en Asie du Sud-Est ou même venir ici en vacances, ça, c'est vraiment un livre qui essaye de parler de sujets tabous en Asie du Sud-Est. Hein. Donc, on parle de sujets politiques, de sujets sociaux, etc. Et il en parle avec une finesse et un confort très rassurant. Donc, livre très important pour l'Asie du Sud-Est. Et le deuxième, c'est The Prize par Daniel Yergin. Donc, The Prize, c'est pour tous ceux qui veulent connaître le monde du pétrole et comment il a commencé. C'est vraiment c'est une référence en la matière. Et la raison pour laquelle ce livre est relevant de nos jours, The Prize, c'est que vraiment, il nous raconte comment les grandes compagnies pétrolières ont commencé, comment est-ce que le monde s'est adapté au pétrole, comment est-ce que le pétrole a joué un rôle si important dans nos vies. Oui. Et en fait, ce processus se répète maintenant, mais avec le monde digital. Donc, en fait, ce livre vraiment nous donne une idée de comment le monde transitionne d'une ère à l'autre. Là, il parle du monde du charbon au monde du pétrole. Et puis, ouais, on peut tirer des conclusions sur comment le monde pourra changer et se métamorphosera avec la nouvelle ère digitale et le monde de la fintech. Ok, trop bien. Bah, écoute, je mettrai ça en description, Barakallahu Fik. Si un auditeur ou plusieurs auditeurs souhaitent te suivre ou ont des questions à te poser, est-ce que c'est accessible? Bien sûr, Abdelrahman, absolument. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ouais, non, sur LinkedIn, absolument. Ok, nickel. Bah, je mettrai ton lien LinkedIn, nickel. Barakallahu Fik, Salem. Je te remercie, c'était super intéressant. Je voulais vraiment t'interviewer. Ça fait plusieurs mois que j'attendais juste que tu changes de boulot parce que je sais que tu avais des limitations par rapport à ton boulot actuel, enfin que tu quittes. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir pu faire cette interview. Plein de sujets hyper intéressants qu'on a abordés, le networking, l'éducation, la Syrie, etc. Et je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un, que les auditeurs vont apprendre des choses intéressantes et s'inspirer de ton parcours. Merci Abdelrahman, merci beaucoup. C'était vraiment une belle discussion. Barakallahu fik, merci. Et on se dit bientôt à Singapour quand tu reviens, Inch'Allah. Absolument, j'espère bien. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Abdelrahman. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.